Ce podcast vous est proposé par Philippe Massol. Bienvenue. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près au financement d'une entreprise. Comment est-ce qu'elle paye ses activités, ses investissements? C'est vraiment fondamental pour juger de sa santé et comprendre où elle va, sa stratégie, quoi. On va essayer de décortiquer ça. Absolument. Et pour analyser ce financement, il y a, on va dire, deux grandes approches. D'abord, l'analyse qu'on appelle dynamique. Là, on regarde l'évolution sur plusieurs années, d'où vient l'argent, comment il circule, comment les investissements passés ont été financés. Ça demande évidemment d'avoir un peu d'historique. Logique, oui. Et la deuxième? Et puis, il y a l'analyse statique. Là, c'est comme une photo, un instant T. Souvent, on prend la fin du dernier exercice comptable pour voir la structure financière à ce moment précis, sans forcément regarder tout le film des années précédentes. D'accord. Bon, avant d'aller plus loin, il y a un calcul qui revient tout le temps, j'ai l'impression. La capacité d'autofinancement, la CAF. C'est quoi exactement et pourquoi c'est si important? Et surtout, on parle bien d'argent réel, là. Oui, exactement, c'est le point crucial. L'argent réellement généré par l'activité, pas juste un concept comptable. Prenons un exemple très simple. Disons une entreprise fait 100 de chiffre d'affaires. OK, On enlève les dépenses qui sont de vraies sorties d'argent, les matières premières, mettons moins 40, les frais de personnel moins 20, les frais financiers moins 12, les impôts moins 6. d'accord. Ça, c'est du cash qui sort. Voilà. Mais attention, dans la comptabilité, il y a aussi les dotations aux amortissements, disons moins 10. Ça réduit le résultat comptable, mais ce n'est pas une sortie d'argent immédiate. Ah oui, l'amortissement, c'est juste une écriture comptable pour constater l'usure d'un bien, c'est ça? C'est exactement ça. Donc pour notre calcul de cash réel, la CAF, on l'ignore cette charge, on ne la déduit pas. Du coup, si le résultat net comptable est de 12, 140, 20, 12, 6, 10, la CAF, elle, est de 12 plus les 10 d'amortissement qu'on réintègre, donc 22. D'accord. Donc 22, c'est l'argent que l'activité a vraiment généré et qui pourrait potentiellement servir à investir ou à rembourser des dettes. Précisément. C'est ça le vrai carburant financier issu de l'exploitation. C'est le point de départ de toute analyse sérieuse du financement. Le résultat net, lui, ne dit pas tout sur le cash qui est vraiment disponible. Ok, très clair. On a donc cette CAF de 22. Mais cet argent, il n'est pas forcément tout de suite dans la caisse de l'entreprise, j'imagine. Il y a les clients qui ne payent pas tout de suite, les stocks qu'il faut financer, les fournisseurs qu'on paye peut-être plus tard. Comment ça joue tout ça? Ah, vous mettez le doigt sur le deuxième point essentiel. Le fameux besoin en fonds de roulement, le BFR. C'est exactement ça. Si les clients payent en moyenne à 45 jours, par exemple, et qu'on paye les fournisseurs à 50 jours, le cash qui rentre et qui sort immédiatement ne correspond pas exactement aux ventes et aux achats de la période. Logique. Il y a un décalage. Oui. Et si ce décalage s'aggrave, si par exemple les clients payent encore plus tard ou si on doit stocker plus de marchandises avant de les vendre, eh bien ce BFR augmente. Et cette variation du BFR, elle vient directement impacter le cash. Reprenons notre exemple. On avait une cave de 22. Mais imaginons qu'à cause des délais de paiement et des stocks, sur les 100 de chiffre d'affaires, on n'en encaisse réellement que 81 sur la période. Et sur les 40 de matières premières, on n'en décaisse que 28. Ok. Le calcul du cash généré change. Le nouveau cash qu'on obtient, après avoir pris en compte ces décalages, cette variation du BFR, eh bien il tombe à 15. Ah oui, quand même. De 22 à 15. Comment on explique ce passage? C'est simple, hein. Le cash généré par l'exploitation, qu'on appelle le flux de trésorerie d'exploitation, c'est la CAF, 22, moins la variation du BFR. Ici, la variation nette des décalages nous a coûté 7 en cash. 22 moins 7, 15. Donc, ce BFR a mangé 7 sur notre CAF. Ce 15, c'est ce que l'activité a réellement dégagé comme trésorerie une fois qu'on a financé le cycle d'exploitation. Et attention, hein, Oui, une entreprise qui connaît une forte croissance de son chiffre d'affaires, ça peut paradoxalement faire exploser son BFR. Plus de clients, plus de stocks, et ça peut complètement assécher la trésorerie, même si sur le papier les bénéfices sont excellents. c'est un piège classique, ça. Il faut donc suivre ce flux de trésorerie d'exploitation de très près. Bon, maintenant qu'on a ce flux, comment on voit si, sur la durée, l'entreprise s'enrichit ou au contraire si elle s'endette de plus en plus? Alors là, on passe à l'analyse dynamique. Justement, il faut regarder l'évolution sur plusieurs années, typiquement avec un tableau de flux de trésorerie. Prenons un cas concret sur 3 ans. Allons-y. Année 1, on part d'un résultat net de 1232. On ajoute les amortissements, disons 207, car ce n'est pas du cash. Ça nous donne une CAF de 1439. Ok.
comme on a vu tout à l'heure. Voilà. Ensuite, on ajuste de la variation du BFR. Cette année-là, elle est légèrement négative, moins 12. Donc la trésorerie provenant de l'exploitation est de 1427. C'est solide. Et que fait l'entreprise avec ce cash? Elle investit pour moins 397. Il lui reste donc un flux disponible de 1030 après investissement. Elle décide aussi de verser des dividendes, moins 400. Le flux final pour l'année est donc positif, plus 630. Si l'entreprise avait, disons, pas de dette mais 465 de cash au début de l'année, on peut dire une trésorerie nette de moins 465, elle termine l'année avec 1095 de cash, moins 465 plus 630 égale moins 1095 en trésorerie nette. Donc son endettement net a bien diminué. Une bonne année. D'accord. Année 1, tout semble aller pour le mieux. Mais il ne faut pas se fier qu'à une seule année, j'imagine. Qu'est-ce qui se passe en année 2? Année 2. Alors là, c'est plus compliqué. La CAF augmente bien. Elle passe à 2033. C'est une bonne nouvelle. Oui. Mais le BFR explose. La variation est de plus 1642. Énorme. Du coup, la trésorerie générée par l'exploitation s'effondre. Elle tombe à 391. 2033 moins 1642. Ah oui, ça change tout, malgré une meilleure CAF. Exactement. Et en plus, cette année-là, les investissements sont massifs, 1628. Donc le flux disponible après investissement devient très négatif. 1391, 1628 égale moins 1237 environ. Si on ajoute les dividendes, on est à moins 1637. Oula, normalement la dette devrait exploser, non? Logiquement, oui, mais cette année-là, il y a eu une augmentation de capital externe de 1975. Cet apport d'argent frais vient largement compenser le flux négatif et les dividendes. Résultat, l'endettement net diminue encore un peu, passant à 1506, donc 1506 de cash. D'accord. Donc la situation est sauvée par l'extérieur, mais le moteur interne, l'exploitation, commence sérieusement à tousser à cause du BFR et des investissements lourds. On sent que ça devient tendu. C'est exactement ça. Ça masque une tension opérationnelle qui monte. Et ça nous amène à l'année 3. J'ai un peu peur. Qu'est-ce qui se passe en année 3? Année 3, c'est là que ça dérape vraiment. La CAF pourtant reste élevée, à 2550. C'est toujours bon signe en soi. Mais le BFR, c'est une envolée spectaculaire. Une variation de plus 5094. C'est énorme. 5000? Mais comment c'est possible? Ça peut être une accumulation de stocks invendus, des clients qui payent très très tard, ou une combinaison. Quoi qu'il en soit, la conséquence est directe. La trésorerie provenant de l'exploitation devient massivement négative. 2550 moins 5094 égale moins 2544. L'activité brûle du cash au lieu d'en générer. C'est terrible. C'est ça. Et comme l'entreprise continue d'investir, 1323 cette année-là, le flux disponible après investissement est catastrophique. Moins 2544, moins 1323, égale moins 3867. Ajoutez les dividendes et le besoin de financement explose. Résultat, l'entreprise épuise tout son cash, les 1506 qu'elle avait, et bascule dans un endettement net important, plus 2808. Waouh! En une année, on passe de 1500 de cash à presque 3000 de dettes nettes. La chute est vertigineuse. Oui, principalement à cause de ce BFR hors de contrôle et des investissements maintenus. D'accord. Alors là, fin de l'année 3, la situation est critique. Comment on peut évaluer, de manière statique cette fois, la capacité de l'entreprise à rembourser cette nouvelle dette de 2808 €? Y a-t-il un indicateur, un ratio fiable? Oui, et c'est important de choisir le bon. Certains utilisent le ratio classique dette-capitaux propres. Mais attention, Pourquoi? c'est pas pertinent. Disons que ça donne une vision de la solidité bilancielle, mais c'est un peu une vision de liquidation. Comme si on se demandait, si on vend tout, est-ce qu'on peut rembourser les dettes avec ce qui reste aux actionnaires? Or, une entreprise, son but, c'est de continuer son activité, pas de tout vendre, c'est vrai. L'analogie immobilière serait, on espère rembourser son prêt avec les loyers qu'on perçoit, pas en vendant l'appartement tout de suite. Exactement. Donc, on cherche un ratio qui mesure la capacité à rembourser grâce à l'activité. On pourrait penser à comparer la dette à l'excédent brut d'exploitation, le BE. C'est mieux, mais le BE, comme on l'a vu, ce n'est pas toujours du cash à cause des variations de BFR. Alors, quel est le ratio le plus fiable selon vous? Pour évaluer la capacité de remboursement par l'activité elle-même, le ratio qui nous semble le plus pertinent, c'est
Dette nette, flux de trésorerie provenant de l'exploitation. On compare la dette, ce qu'il faut rembourser, au cash réellement généré par l'activité, ce qui est disponible pour le faire. Dette nette, flux de trésorerie d'exploitation. D'accord. Et comment on interprète ce ratio? C'est quoi un bon chiffre, un mauvais chiffre? Alors, en général, on considère qu'un ratio inférieur à 3 est très bon. Ça veut dire qu'en théorie, même en arrêtant d'investir et de verser des dividendes, l'entreprise pourrait rembourser toute sa dette en moins de 3 ans avec le cash généré par son activité. C'est soutenable. Et au-delà? Au-delà de 5, ça commence à devenir vraiment risqué. Imaginez 5 ans. Il faudrait 5 ans sans plus aucun investissement pour rembourser la dette. Pendant 5 ans, l'outil de production vieillit, on prend du retard, c'est dangereux pour la pérennité. Et dans notre exemple, en année 3, on a une dette nette de 2808 et un flux de trésorerie d'exploitation de... Ah oui, moins 2544. Exactement, le flux est négatif. Du coup, le ratio dette nette flux de trésorerie d'exploitation n'est même pas calculable en termes de nombre d'années positives. Il est infiniment mauvais, si on peut dire. Ça indique une incapacité totale à cet instant T à faire face à la dette avec les ressources générées par l'activité. C'est un signal d'alarme majeur sur la solvabilité opérationnelle. On analyse la capacité à continuer, pas à liquider. C'est très clair. Et ça montre bien les limites d'une analyse trop superficielle. Alors, si on devait résumer les points clés à retenir de tout ça. D'abord, je dirais ne jamais confondre le résultat comptable et le cash réel. La CAF est un premier pas essentiel pour voir l'argent vraiment généré. Oui, ça c'est fondamental. Ensuite, surveiller le besoin en fonds de roulement comme le lait sur le feu, surtout en période de croissance. Une mauvaise gestion du BFR peut transformer une réussite commerciale apparente en un véritable cauchemar de trésorerie. On l'a vu dans l'exemple. Tout à fait. L'année 3 est éloquente là-dessus. Et enfin, utiliser les bons indicateurs pour évaluer la capacité de remboursement. Le ratio dette nette sur flux de trésorerie d'exploitation est bien plus pertinent qu'un simple dette sur capitaux propres pour juger de la viabilité opérationnelle. Parfait. Analyse très éclairante. Et ça soulève peut-être une question pour aller plus loin. Sachant l'impact potentiellement dévastateur d'une forte hausse du BFR, comme on l'a vu en année 3, comment une entreprise pourrait-elle mieux anticiper ces variations? Comment pourrait-elle ajuster sa stratégie d'investissement ou de financement avant de se retrouver le bec dans l'eau, en difficulté de cash? C'est une excellente question, qui ouvre des perspectives sur le pilotage et la prévision. Voilà en tout cas matière à réflexion. Et pour ceux qui souhaiteraient approfondir ces sujets financiers ou discuter de comment tout cela s'articule avec leurs propres défis commerciaux et stratégiques, eh bien n'hésitez pas à contacter Philippe Massol sur LinkedIn. Il sera ravi d'échanger avec les auditeurs sur les moyens concrets d'améliorer les compétences en vente et la réflexion stratégique au sein des équipes.